La matinée s'installait lentement sur Marseille, étirant une lumière pâle sur les façades du Mistral, comme si la ville elle-même hésitait entre apaisement et tension. Derrière cette apparente tranquillité, quelque chose de plus instable s'était insinué dans l'air, presque imperceptible, mais suffisamment dense pour troubler les esprits les plus sensibles. À la villa des Kepler, ce malaise prenait une forme plus concrète, plus intime, s'ancrant profondément dans les perceptions de Thomas. Depuis l'électrocution de la veille, son rapport au réel semblait altéré, comme si ses sens s'étaient désaccordés du monde qui l'entourait. Chaque bruit lui paraissait déformé, chaque silence amplifié, et dans cet entre-deux troublant, il ne parvenait plus à distinguer clairement ce qui relevait de l'imaginaire ou d'un danger tangible. Il ne s'agissait pas d'une simple peur passagère, mais d'un glissement progressif vers une inquiétude plus profonde, presque viscérale. Baptiste, conscient de cette fragilité naissante, avait décidé de venir dès le matin pour s'assurer que tout allait bien. Il avançait dans la maison avec une rigueur presque méthodique, inspectant chaque détail comme s'il cherchait à contenir une menace invisible. Le système d'alarme, les prises électriques, les circuits. Tout passait sous son regard attentif, mais rien ne révélait la moindre anomalie. Cette normalité apparente contrastait violemment avec l'état intérieur de son père. Thomas, lui, observait ces vérifications avec une distance étrange, comme s'il ne croyait déjà plus à la possibilité d'une explication rationnelle. Il tentait de se raccrocher à quelque chose de concret, mais son esprit dérivait sans cesse vers cette sensation diffuse d'être observé. Ce n'était pas une certitude, plutôt une impression persistante, une intuition qui refusait de se taire malgré l'absence de preuves. C'est alors qu'un léger bruit, presque insignifiant, se fit entendre depuis la cuisine. Un frottement discret, à peine perceptible, mais suffisamment distinct pour provoquer chez Thomas une réaction immédiate. Son corps se tendit, son regard se fixa, et sans même réfléchir, il se leva pour aller vérifier. Ce geste, impulsif, révélait à quel point son seuil d'alerte avait changé. Le couloir lui sembla plus long que d'habitude, comme si l'espace lui-même se dilatait sous l'effet de son appréhension. Chaque pas résonnait avec une intensité inhabituelle, amplifiant la tension qui montait en lui. Arrivé dans la cuisine, il observa les lieux avec une attention presque obsessionnelle, scrutant les moindres détails, cherchant une incohérence, un indice, une présence. Il ouvrit un placard, puis un autre, lentement, comme s'il redoutait ce qu'il pourrait y trouver. Mais rien ne se produisit. Aucun mouvement, aucun signe de vie. Pourtant, cette absence de réponse ne le rassura pas. Au contraire, elle renforça cette impression que quelque chose lui échappait, que la menace ne se situait pas là où il la cherchait. Pendant ce temps, au Mistral, une dynamique totalement différente se mettait en place, portée par l'énergie et les convictions de Jennifer. Elle observait les préparatifs du concours Mister Mistral, avec un mélange d'agacement et d'incrédulité. Pour elle, ce type d'événement appartenait à une époque révolue, une époque où l'apparence primait sur le fond, où les individus étaient réduits à des critères superficiels. Son regard critique ne la quittait pas, et elle ne faisait aucun effort pour dissimuler son désaccord. Elle voyait dans ce concours une forme de régression, un retour en arrière incompatible avec les valeurs qu'elle défendait. Cette indignation n'était pas seulement intellectuelle, elle était profondément ancrée en elle, nourrie par son expérience, par son rapport aux autres. Jawad, intrigué par cette position tranchée, décida d'aller lui parler directement. Il ne cherchait pas à la contredire, mais à comprendre ce qui motivait une réaction aussi forte. Lorsqu'il la retrouva, il entra immédiatement dans le vif du sujet, lui demandant pourquoi elle rejetait autant ce projet. Jennifer ne prit pas de détour. Elle expliqua que juger les gens sur leur physique était non seulement dépassé, mais profondément injuste. Ses mots étaient précis, mesurés, mais chargés d'une conviction qui ne laissait aucune place au doute. Elle ne parlait pas seulement d'un concours, mais d'un principe, d'une manière de voir le monde. Jawad, bien qu'interpellé, restait pragmatique. Il comprenait le problème, mais ne voyait pas immédiatement de solution alternative. Lorsqu'il lui demanda si elle avait une idée pour remplacer le concours, Jennifer hésita un instant. Ce moment de silence, rare chez elle, révélait une tension entre ses convictions et la difficulté de les traduire concrètement. Mais cette hésitation fut de courte durée. Quelque chose se mit en place dans son esprit, une idée encore floue, mais porteuse d'un potentiel nouveau. Son regard changea légèrement, laissant apparaître une détermination renouvelée. Elle n'avait peut-être pas toutes les réponses, mais elle sentait qu'une autre voie était possible. Pendant ce temps, à la résidence, Laura vivait une expérience émotionnelle radicalement différente. Assise sur son lit, le téléphone serré dans sa main, elle tentait de comprendre ce qui lui arrivait. Les appels restaient sans réponse, les messages ignorés, tout pointait vers une seule conclusion, Arthur était parti sans elle.
Cette idée s'était imposée progressivement, nourrie par l'absence et le silence. Elle avait cherché des explications, mené ses propres recherches, découvert que le voilier devait rejoindre la Corse. Chaque élément semblait confirmer son abandon, renforçant une douleur qu'elle n'avait pas anticipée. Morgan, témoin de cette détresse, tentait de la raisonner, mais Laura n'entendait plus vraiment. Elle était enfermée dans un scénario qu'elle construisait malgré elle, un récit où elle était celle qu'on laisse derrière, celle qu'on oublie. Cette peur, ancienne, remontait à la surface avec une intensité nouvelle. Le contraste entre ces différentes trajectoires était frappant. D'un côté, Thomas s'enfonçait dans une inquiétude diffuse, incapable de trouver des repères stables. De l'autre, Jennifer tentait de transformer une indignation en projet concret. Et au milieu, Laura affrontait une peur intime, celle d'être abandonnée, de ne pas compter. Dans cet enchevêtrement de situations, une chose devenait évidente, rien n'était aussi simple qu'il y paraissait. Derrière chaque geste, chaque silence, chaque décision, se cachait une complexité émotionnelle qui échappait aux apparences. Et ce n'était que le début. Dans la villa des Kepler, le silence reprenait ses droits après l'agitation brève provoquée par ce bruit inexpliqué. Pourtant, ce calme n'avait rien de rassurant. Il pesait sur Thomas comme une chape invisible, accentuant chaque battement de son cœur, chaque respiration. Plus il tentait de se convaincre qu'il n'y avait rien, plus son esprit semblait fabriquer des hypothèses inquiétantes, comme pour combler un vide devenu insupportable. Il retourna dans le salon, mais ne parvint pas à s'asseoir réellement. Son corps restait en alerte, tendu, prêt à réagir à la moindre variation sonore. Même les bruits familiers de la maison, un bois qui travaille, un courant d'air discret, prenaient une dimension étrange. Tout semblait déformé, comme si la réalité elle-même s'était déplacée d'un cran, imperceptiblement mais définitivement. Baptiste, de son côté, continuait ses vérifications avec une rigueur qui contrastait avec l'état émotionnel de son père. Il testait les installations, manipulait les interrupteurs, contrôlait les connexions, cherchant à prouver par des faits que tout fonctionnait normalement. Pour lui, cette démarche était une manière de contenir l'inquiétude, de la ramener à quelque chose de concret, de mesurable. Mais plus il avançait dans ses vérifications, plus une forme de doute silencieux s'installait. Non pas sur la maison, mais sur Thomas. Il connaissait suffisamment son père pour reconnaître les signes d'une peur qui dépasse la simple inquiétude. Ce n'était pas seulement une réaction à l'accident, mais quelque chose de plus profond, de plus difficile à cerner. Pendant ce temps, Thomas fixait un point invisible devant lui, perdu dans une spirale de pensées contradictoires. Il voulait croire à une explication rationnelle, mais son corps refusait de suivre. Il ressentait encore cette présence diffuse, cette sensation d'être observé, comme si quelqu'un, quelque part, suivait chacun de ses gestes. Ce sentiment ne reposait sur rien de tangible, et pourtant il s'imposait avec une force déroutante. Il ne pouvait pas l'ignorer, pas plus qu'il ne pouvait le prouver. Cette impossibilité de trancher entre réalité et illusion créait une tension intérieure qui le fatiguait profondément, comme s'il luttait contre quelque chose d'invisible mais persistant. Au même moment, au Mistral, l'atmosphère était radicalement différente, animée par une énergie nouvelle portée par Jennifer. Après ce moment d'hésitation, son idée commençait à se structurer, à prendre une forme plus précise. Elle ne se contentait plus de critiquer le concours, elle cherchait désormais à le transformer en profondeur. Elle expliqua à Jawad et Aya que le principe même du concours pouvait être détourné, non pas supprimé, mais réinventé. Chaque participant pourrait représenter une association, une cause, un engagement personnel. Ce ne serait plus une compétition basée sur l'apparence, mais une mise en lumière de parcours, de convictions, de réalités humaines souvent invisibles. En développant cette idée, Jennifer sentait une forme de cohérence se construire. Elle ne se battait plus contre quelque chose, mais pour une alternative. Cette nuance, subtile mais essentielle, changeait complètement sa posture. Elle n'était plus dans la critique, mais dans la proposition, dans la création. Jawad, en l'écoutant, restait prudent. Il percevait la pertinence de l'idée, mais aussi les défis qu'elle impliquait. Il imaginait les réactions, les résistances, les incompréhensions possibles. Pour lui, transformer un événement populaire en projet engagé n'était pas sans risque. Il fallait convaincre, expliquer, adapter. Aya, en revanche, se montrait beaucoup plus enthousiaste. Elle voyait immédiatement le potentiel fédérateur de cette proposition. Elle imaginait déjà les habitants du quartier s'impliquer, les associations se mobiliser, le Mistral devenir un lieu d'expression collective plutôt qu'un simple espace de divertissement. Cette divergence de perception créait une dynamique intéressante. D'un côté, la prudence de Jawad ancrée dans le réel, de l'autre, l'élan d'Aya porté par une vision plus large. Et au centre, Jennifer,
tentant de concilier ces deux approches, consciente que son idée ne pourrait exister que si elle trouvait un équilibre entre idéal et faisabilité. Pendant ce temps, à la résidence, Laura continuait de s'enfoncer dans ses pensées. Elle avait cessé de pleurer, mais son visage restait fermé, comme figé dans une expression de doute. Elle relisait les messages envoyés à Arthur, analysait chaque mot, chaque silence, cherchant un indice qui pourrait contredire la conclusion qu'elle avait tirée. Plus elle réfléchissait, plus elle renforçait sa propre certitude. Il était parti. Il avait choisi de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de disparaître sans prévenir. Cette interprétation, bien que douloureuse, lui semblait plus supportable que l'incertitude. Elle préférait une vérité brutale à un doute interminable. Morgane, assise à côté d'elle, observait ce processus avec inquiétude. Elle voyait Laura construire un scénario qui la blessait, mais elle savait aussi que contredire frontalement cette logique risquait de la braquer davantage. Elle cherchait donc ses mots, tentant d'introduire du doute sans provoquer de rejet. Mais Laura n'était plus vraiment dans l'écoute. Elle était enfermée dans une narration intérieure où chaque élément venait confirmer son abandon. Cette manière de penser, automatique, presque instinctive, révélait une fragilité ancienne, une peur profondément ancrée de ne pas être retenue, de ne pas être choisie. Ce contraste entre les différents lieux, la villa, le Mistral, la résidence, dessinait une cartographie émotionnelle complexe. Chaque espace portait une tension spécifique, une problématique différente, mais toutes convergeaient vers une même idée, l'équilibre était fragile, et il suffisait de peu pour qu'il bascule. Dans la villa, ce basculement semblait déjà amorcé. Thomas, malgré les efforts de Baptiste pour le rassurer, ne parvenait pas à retrouver un sentiment de sécurité. Il avait l'impression que quelque chose s'était ouvert en lui, une faille par laquelle s'infiltrait une inquiétude qu'il ne contrôlait plus. Il se leva à nouveau, incapable de rester immobile, et se dirigea vers la terrasse. L'air extérieur lui fit du bien, mais ne dissipa pas totalement son malaise. La mer, calme en apparence, lui renvoyait une image trompeuse de sérénité, comme si elle cachait elle aussi des profondeurs instables. À cet instant précis, Thomas comprit que ce qu'il vivait ne pouvait pas être réduit à une simple peur passagère. Quelque chose avait changé, et il ne savait pas encore si cela venait de lui, ou de la maison elle-même. Dans l'après-midi, la lumière changea subtilement sur la villa, glissant d'une clarté franche à une teinte plus douce, presque trompeuse. Ce basculement imperceptible accentua chez Thomas une sensation étrange, comme si le temps lui-même se déformait autour de lui. Chaque minute semblait plus longue, chaque instant chargé d'une attente difficile à définir, mais impossible à ignorer. Épuisé par cette tension constante, il finit par s'installer sur la terrasse, face à la mer. Le bruit régulier des vagues aurait dû l'apaiser, lui offrir un point d'ancrage, mais son esprit restait agité. Il ferma les yeux, tentant de s'abandonner à ce rythme naturel, comme pour retrouver une forme de stabilité intérieure qu'il sentait lui échapper. Peu à peu, son corps céda à la fatigue. Le sommeil vint sans prévenir, profond mais instable, comme s'il n'était qu'un répit fragile dans un état de vigilance permanent. Même endormi, son visage restait marqué par une tension légère, signe que son esprit continuait de travailler, de chercher, de se défendre contre une menace qu'il ne parvenait pas à nommer. Lorsqu'il ouvrit les yeux, quelque chose avait changé. Ce ne fut pas immédiat, pas évident, mais une sensation diffuse l'alerta avant même qu'il ne comprenne pourquoi. Il se redressa lentement, balaya la terrasse du regard, et c'est alors qu'il les vit. Des traces de pas, encore humides, dessinées sur le sol, comme la preuve silencieuse d'une présence récente. Son cœur accéléra brusquement. Ces empreintes n'étaient pas floues, ni ambiguës. Elles étaient nettes, orientées vers la piscine, comme si quelqu'un s'était déplacé là pendant son sommeil. Cette simple constatation fit vaciller le fragile équilibre qu'il tentait de maintenir depuis le matin. Son premier réflexe fut de chercher une explication rationnelle. Il pensa à Gabriel, à une éventuelle présence passée inaperçue. Mais cette hypothèse s'effondra presque immédiatement. Gabriel travaillait encore, et personne d'autre n'était censé entrer dans la villa. Cette contradiction entre ce qu'il voyait et ce qu'il savait alimenta une angoisse plus profonde. Il se leva, inspecta les alentours avec une précision presque fébrile, cherchant un indice, un détail qui pourrait confirmer ou infirmer ce qu'il avait sous les yeux. Mais comme le matin, il ne trouva rien. Aucun bruit, aucun mouvement, aucune trace supplémentaire. Juste ces empreintes, immobiles, silencieuses, comme une énigme posée au cœur de son esprit. Cette absence d'explication eut un effet déstabilisant. Plus que la présence elle-même, c'était le manque de cohérence qui le perturbait. Il ne pouvait pas intégrer cette information dans un schéma logique, et cette impossibilité créait une tension mentale difficile à contenir.
Il se sentait pris au piège d'une situation dont il ne maîtrisait aucun paramètre. Pendant ce temps, au tribunal, une autre forme de tension se déployait, plus froide, plus structurée. Ulysse, déterminé à faire avancer la vente de la maison familiale, faisait face à la résistance mesurée de Alice Bataille. Leur échange, en apparence technique, révélait en réalité des enjeux bien plus personnels. Ulysse cherchait à imposer une décision qu'il considérait nécessaire, presque urgente. Pour lui, la maison représentait un poids, un héritage compliqué qu'il fallait liquider pour avancer. Mais cette vision se heurtait à celle d'Alice, qui défendait les intérêts d'Ophélie avec une rigueur implacable. L'avocate évoquait des arguments juridiques précis, mais derrière ces termes se cachait une réalité plus humaine. Ophélie n'était pas seulement une héritière, mais une jeune femme fragile, marquée par des événements que peu comprenaient réellement. La vente de la maison, dans ce contexte, ne pouvait pas être une simple formalité. Cette divergence de perception mettait Ulysse dans une position inconfortable. Il comprenait les arguments, mais refusait d'en accepter les conséquences. Il avait l'impression d'être freiné, empêché d'agir, alors même qu'il pensait faire ce qui était nécessaire. Cette frustration, contenue, commençait à se transformer en une inquiétude plus diffuse. Dans le même temps, au Mistral, l'idée de Jennifer continuait de prendre de l'ampleur. Elle ne se contentait plus de l'exposer, elle la structurait, l'organisait, lui donnait une forme concrète. Elle imaginait les modalités, les critères, les interactions possibles. Son projet devenait de plus en plus crédible, presque évident. Cette évolution ne passa pas inaperçue. Jawad, bien que toujours prudent, commençait à revoir sa position. Il voyait que l'idée ne reposait pas uniquement sur une impulsion, mais sur une réflexion plus large. Jennifer ne cherchait pas à imposer un changement, mais à créer une alternative viable, capable de rassembler. Aya, fidèle à son enthousiasme, jouait un rôle de soutien actif. Elle relayait l'idée, la valorisait, la rendait accessible aux autres. Elle voyait dans ce projet une opportunité de transformer le Mistral en un espace plus engagé, plus représentatif des réalités du quartier. Cette conviction renforçait la dynamique collective. Pendant ce temps, à la résidence, un renversement inattendu venait bouleverser l'équilibre fragile dans lequel Laura s'était enfermée. Alors qu'elle s'était presque résignée à l'idée d'un abandon, la réalité fit irruption de manière brutale. Arthur apparut, simplement, comme si rien ne s'était passé. Ce retour, aussi soudain qu'inattendu, provoqua chez Laura une réaction complexe. Le soulagement fut immédiat, presque instinctif, mais il fut rapidement suivi d'une confusion plus profonde. Comment interpréter cette absence, ce silence, cette disparition temporaire qui avait pourtant semblé définitive? Arthur, conscient du trouble qu'il provoquait, tenta d'expliquer sa décision. Il évoqua ce voyage prévu, cette possibilité de partir, mais aussi le moment précis où il avait choisi de renoncer. Ce choix, loin d'être anodin, représentait une rupture avec une certaine manière de vivre, une volonté de rester, de construire. Laura, en l'écoutant, sentait ses certitudes vaciller. Le scénario qu'elle avait construit s'effondrait, laissant place à une réalité plus nuancée, plus complexe. Elle comprenait qu'elle s'était laissée emporter par ses peurs, qu'elle avait interprété le silence comme une fuite, alors qu'il s'agissait d'une hésitation. Cette prise de conscience ne fut pas immédiate, ni confortable. Elle impliquait de reconnaître une part de fragilité, une tendance à anticiper le pire. Mais en même temps, elle ouvrait la possibilité d'une relation plus authentique, fondée sur une compréhension mutuelle plutôt que sur des projections. Dans cet enchevêtrement de situations, une tension commune se dessinait. Qu'il s'agisse de Thomas face à l'inexplicable, d'Ulysse confronté à un secret qu'il ne maîtrisait pas encore, ou de Laura face à ses propres peurs, chacun se retrouvait à un point de bascule. Un moment où les certitudes se fissurent, laissant apparaître une réalité plus instable, mais aussi plus révélatrice. À mesure que la journée avançait, une fatigue lourde commençait à s'installer dans le corps de Thomas, mais cette fatigue n'apportait aucun apaisement. Elle ressemblait davantage à une saturation, comme si son esprit avait accumulé trop de tensions sans jamais parvenir à les relâcher. Même immobile, il avait la sensation d'être constamment sollicité, observé, mis à l'épreuve par quelque chose d'indéfinissable. De retour à l'intérieur de la villa, il tenta de reprendre un semblant de normalité. Il se déplaçait lentement d'une pièce à l'autre, comme pour vérifier que tout était en place, que rien n'avait changé pendant son absence. Mais cette démarche, au lieu de le rassurer, renforçait son malaise. Chaque espace lui semblait légèrement différent, comme si la maison avait glissé hors de son état habituel. Dans la cuisine, son regard se posa sur les placards qu'il avait déjà inspectés plus tôt. Il s'en approcha à nouveau, poussé par une impulsion difficile à expliquer.
Il ouvrit une porte, puis une autre, répétant des gestes déjà accomplis, comme s'il espérait obtenir cette fois une réponse différente. Mais encore une fois, il ne trouva rien, et ce vide devint presque oppressant. Ce qui le troublait le plus n'était pas l'absence de preuves, mais la persistance de la sensation. Elle ne disparaissait pas, ne diminuait pas, ne s'expliquait pas. Elle restait là, tapie en lui, comme une évidence que son esprit refusait d'abandonner. Cette contradiction entre perception et réalité créait une tension mentale qui commençait à l'épuiser profondément. Lorsque Baptiste revint vers lui, il trouva son père plongé dans cette répétition silencieuse, ouvrant et refermant les placards avec une concentration presque excessive. Il tenta de désamorcer la situation avec une explication simple, évoquant la présence possible de rats dans les murs. Une hypothèse banale, logique, presque rassurante dans sa simplicité. Mais Thomas ne réagit pas immédiatement. Il resta figé un instant, comme s'il évaluait cette possibilité, cherchant à y croire sans y parvenir complètement. L'idée était plausible, mais elle ne correspondait pas à ce qu'il ressentait. Les bruits qu'il avait entendus, les sensations qu'il percevait, tout cela lui semblait trop précis, trop présent pour être réduit à une simple nuisance animale. Ce décalage entre l'explication proposée et son vécu intérieur renforça son isolement. Il comprenait que Baptiste cherchait à le rassurer, à ramener la situation à quelque chose de rationnel, mais il ne pouvait pas adhérer totalement à cette lecture. Une partie de lui résistait, comme si elle refusait d'abandonner l'idée qu'il y avait autre chose. Pendant ce temps, au tribunal, la situation entre Ulysse et les enjeux liés à la maison familiale continuait de se complexifier. Ce qui semblait au départ être une question administrative prenait peu à peu une dimension plus lourde, plus chargée de conséquences. Ulysse sentait que quelque chose lui échappait, sans encore pouvoir identifier clairement quoi. Cette impression d'instabilité le suivait jusque dans ses décisions. Il tentait de garder le contrôle, de s'appuyer sur des arguments rationnels, mais une inquiétude diffuse s'installait en lui. Il percevait chez Ophélie une résistance qui ne relevait pas simplement d'un attachement émotionnel, mais de quelque chose de plus profond, de plus enfoui. Au Mistral, en revanche, l'énergie autour du projet de Jennifer continuait de croître. Ce qui n'était au départ qu'une idée prenait désormais une forme collective. Les discussions s'intensifiaient, les perspectives se multipliaient, et peu à peu, le regard porté sur le concours commençait à évoluer. Jennifer, portée par cet élan, affinait son discours. Elle ne parlait plus seulement d'un changement de format, mais d'un changement de sens. Elle voulait que chaque participant devienne le porte-voix d'une réalité, d'un engagement, d'une cause. Elle imaginait déjà des histoires, des parcours, des témoignages capables de transformer la perception du public. Jawad, bien que toujours prudent, ne pouvait plus ignorer la cohérence de cette vision. Il voyait que l'idée avait dépassé le stade de l'intuition pour devenir un véritable projet. Cette évolution le poussait à reconsidérer ses réserves, à envisager la possibilité que ce changement puisse réellement fonctionner. Aya, de son côté, continuait de jouer un rôle moteur. Elle relayait les idées, mobilisait les autres, créait du lien entre les différentes propositions. Son enthousiasme n'était pas naïf, mais structurant. Elle contribuait à donner au projet une dimension collective, essentielle pour qu'il puisse exister au-delà de Jennifer elle-même. Pendant ce temps, à la résidence, Laura et Arthur poursuivaient leur discussion, mais sur un ton désormais plus apaisé. La tension initiale avait laissé place à une écoute plus attentive, plus ouverte. Laura, encore marquée par ses propres projections, tentait de comprendre ce qui s'était réellement joué dans l'absence d'Arthur. Arthur, lui, prenait le temps d'expliquer son cheminement. Il ne s'agissait pas d'une fuite, mais d'un moment de doute, d'une hésitation face à un choix de vie. En renonçant à partir, il avait pris une décision forte, celle de rester, de s'ancrer, de construire quelque chose de stable à Marseille. Cette décision, loin d'être anodine, modifiait profondément la perception que Laura avait de lui. Elle voyait désormais une volonté de s'engager, de ne pas reproduire des schémas d'évitement. Cette prise de conscience ne dissipait pas totalement ses peurs, mais elle les replaçait dans un cadre plus nuancé, plus réaliste. Dans la villa, la tension atteignait un nouveau palier. Thomas, malgré les tentatives de rationalisation de Baptiste, ne parvenait pas à retrouver un sentiment de sécurité. Les événements de la journée s'accumulaient, formant un ensemble cohérent dans son esprit, même si ce lien n'était pas objectivement démontrable. Il se sentait désormais pris dans une dynamique qui le dépassait. Ce n'était plus une succession d'incidents isolés, mais un enchaînement qui semblait suivre une logique interne, invisible mais persistante. Cette impression, difficile à expliquer, renforçait son malaise, le poussant à douter non seulement de la maison, mais aussi de lui-même. Lorsque Gabriel rentra enfin, la tension ne retomba pas immédiatement.
Thomas lui raconta les événements avec une précision presque fébrile, comme s'il cherchait à convaincre autant qu'à se rassurer. Il évoqua les bruits, les traces, les sensations, espérant trouver dans le regard de son mari une confirmation, une validation. Gabriel, fidèle à sa nature rationnelle, écouta attentivement, mais chercha rapidement à trouver une explication logique. Il proposa de vérifier auprès du voisin, d'écarter toute intrusion extérieure. Cette démarche, bien que pertinente, ne suffisait pas à répondre à l'ensemble des éléments décrits par Thomas. Lorsque le voisin nia toute présence, une nouvelle couche d'incertitude s'ajouta à la situation. L'explication la plus simple venait d'être écartée, laissant place à une zone grise plus difficile à interpréter. Gabriel, conscient de cette complexité, choisit alors une autre approche, plus médicale. Il évoqua la possibilité que l'électrocution ait provoqué des effets neurologiques, altérant la perception de Thomas. Cette hypothèse, bien que plausible, introduisait une inquiétude différente. Elle déplaçait le problème de l'extérieur vers l'intérieur, suggérant que la source du trouble pouvait venir de lui-même. Cette idée, loin d'apaiser Thomas, ouvrit une nouvelle faille. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si son esprit, fragilisé, lui jouait des tours? Cette perspective était presque plus angoissante que l'idée d'une présence réelle, car elle remettait en question sa propre capacité à percevoir le monde. Dans cet équilibre instable, une chose devenait évidente, la situation ne pouvait pas rester ainsi. Quelque chose devait être clarifié, compris, résolu. Mais pour l'instant, Thomas restait suspendu entre deux réalités, incapable de choisir laquelle croire, et prisonnier d'une inquiétude qui ne cessait de grandir. La nuit s'installait lentement sur Marseille, enveloppant les lieux d'une obscurité douce mais chargée de tensions invisibles. À la villa des Kepler, l'atmosphère semblait s'être densifiée, comme si chaque événement de la journée avait laissé une trace imperceptible dans l'air. Thomas, désormais incapable de retrouver un état de calme, évoluait dans cet espace avec une vigilance constante, presque instinctive. Il ne s'agissait plus seulement d'une inquiétude passagère, mais d'un état intérieur profondément perturbé. Chaque bruit, même infime, déclenchait en lui une réaction immédiate. Son esprit tentait de relier les éléments entre eux, de construire une cohérence, mais plus il cherchait, plus la situation lui échappait. Cette absence de logique claire devenait elle-même une source d'angoisse. Gabriel, de son côté, observait cette évolution avec une attention croissante. Il connaissait les réactions de Thomas, sa sensibilité, sa tendance à anticiper le pire, mais cette fois, quelque chose lui semblait différent. Il ne pouvait pas exclure totalement l'idée que son mari perçoive réellement quelque chose d'anormal, même si aucune preuve concrète ne venait appuyer cette hypothèse. Dans cet équilibre fragile, il tenta de maintenir une approche rationnelle. Il évoqua à nouveau la possibilité d'un trouble neurologique lié à l'électrocution, insistant sur la nécessité de réaliser des examens. L'IRM qu'il proposait n'était pas seulement un outil médical, mais une tentative de ramener la situation dans un cadre compréhensible. Mais pour Thomas, cette proposition avait un effet ambivalent. D'un côté, elle offrait une explication possible, une manière de donner un sens à ce qu'il vivait. De l'autre, elle introduisait une peur plus intime, celle de ne plus pouvoir faire confiance à ses propres perceptions. Cette idée, difficile à accepter, renforçait son sentiment d'instabilité. Dans le même temps, ailleurs dans la ville, une autre tension atteignait son point de rupture. Ulysse, déterminé à faire avancer la vente de la maison, avait choisi de confronter directement Ophélie. L'encadre du dîner, en apparence apaisant, dissimulait en réalité une confrontation inévitable, une mise à nu des vérités que chacun tentait jusque-là d'éviter. Le début du repas se déroula dans une retenue apparente, chacun mesurant ses mots, évitant les sujets sensibles. Mais cette façade ne pouvait pas durer. La question de la maison revenait inévitablement, comme un point de tension central autour duquel tout gravitait. Ulysse aborda le sujet avec prudence, mais sans détour. Ophélie, face à lui, resta d'abord silencieuse. Son regard semblait ailleurs, comme si elle pesait intérieurement les conséquences de ce qu'elle s'apprêtait à dire. Ce silence, lourd, révélait une lutte intérieure, une hésitation entre la nécessité de parler et la peur de ce que cette parole allait déclencher. Finalement, elle choisit de rompre cette retenue. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était calme, presque trop calme, comme si elle avait déjà accepté les conséquences de sa révélation. Elle ne chercha pas à atténuer ses mots, ni à les contourner. Elle exposa la vérité dans sa forme la plus brute. Le corps d'Hugo était enterré dans le jardin de la villa. Cette phrase, simple en apparence, eut un effet immédiat sur Ulysse. Tout ce qu'il pensait savoir, tout ce qu'il croyait maîtriser, s'effondra en un instant. La maison qu'il cherchait à vendre n'était plus un simple bien,
mais le lieu d'un secret capable de tout détruire. Ophélie poursuivit, expliquant que cette réalité rendait toute vente impossible. Si la maison changeait de main, si des travaux étaient entrepris, le corps serait découvert. Et avec lui, la vérité. Ce n'était pas seulement une question de mémoire ou d'attachement, mais de survie. Elle rappela également à Ulysse qu'il n'était pas étranger à cette situation. Même s'il n'avait pas commis l'acte, il savait. Il n'avait rien dit, rien dénoncé. Cette omission le plaçait dans une position dangereuse, entre complicité et responsabilité passive. Ulysse tenta de se défendre, de marquer une distance entre lui et ce crime. Il affirma qu'il n'avait jamais participé, qu'il ne pouvait pas être tenu pour responsable des actes d'Ophélie. Mais cette argumentation, bien que logique, ne suffisait pas à effacer la réalité de son silence. Cette prise de conscience créa en lui une fissure. Il comprenait désormais que la situation ne pouvait pas être contrôlée par des décisions simples. Il était impliqué, qu'il le veuille ou non, et cette implication allait peser sur chacune de ses actions futures. Pendant ce temps, au Mistral, l'énergie autour du projet de Jennifer atteignait un niveau nouveau. Les discussions se multipliaient, les idées circulaient, et peu à peu, une dynamique collective se mettait en place. Ce qui n'était au départ qu'une proposition individuelle devenait un projet partagé. Jennifer, consciente de cette évolution, affinait encore son approche. Elle cherchait à intégrer les contraintes, à anticiper les réactions, à rendre son idée non seulement pertinente, mais réalisable. Cette phase de structuration était essentielle pour transformer l'enthousiasme en action concrète. Jawad, toujours prudent, commençait à s'impliquer davantage. Il posait des questions, soulevait des points d'attention, mais sans rejeter l'idée. Cette attitude marquait un changement subtil, une ouverture progressive à une possibilité qu'il n'aurait pas envisagée au départ. Aya, quant à elle, continuait de porter le projet avec une conviction intacte. Elle voyait dans cette initiative une opportunité de redéfinir les règles, de proposer quelque chose de différent, de plus juste. Son engagement contribuait à maintenir une dynamique positive, essentielle dans cette phase de transition. À la résidence, Laura et Arthur, désormais apaisés, entraient dans une phase plus introspective. Après l'intensité émotionnelle de leur retrouvailles, un calme s'installait, propice à une réflexion plus profonde. Ils ne cherchaient plus à se convaincre, mais à comprendre ce qu'ils voulaient réellement construire ensemble. Arthur, en évoquant sa décision de rester, ne parlait pas seulement d'un choix pratique, mais d'un engagement. Il exprimait une volonté de stabilité, de continuité, qui contrastait avec une image plus instable qu'il avait pu donner auparavant. Cette évolution, perceptible, modifiait la perception que Laura avait de lui. Laura, de son côté, prenait conscience de ses propres réactions. Elle reconnaissait, sans se juger, qu'elle avait laissé ses peurs guider son interprétation. Cette lucidité, loin de l'affaiblir, lui permettait de se repositionner, de construire une relation moins basée sur l'anticipation du pire. Dans cette convergence de trajectoire, une tension commune persistait. Qu'il s'agisse de Thomas face à l'inexplicable, d'Ulysse confronté à un secret insoutenable, ou de Jennifer tentant de transformer un système établi, chacun se trouvait à un moment charnière. Un point où les choix devenaient inévitables, et où leurs conséquences ne pouvaient plus être ignorées. La nuit s'étendait désormais pleinement sur Marseille, enveloppant la villa des Kepler dans une obscurité calme en apparence, mais chargée d'une tension latente. Thomas, incapable de trouver le sommeil, restait éveillé, assis dans le silence, comme s'il attendait que quelque chose se produise. Il ne savait pas quoi, ni quand, mais il sentait que ce calme n'était pas naturel. Chaque bruit, même infime, devenait un signal potentiel. Un craquement du bois, un souffle d'air, une vibration lointaine. Tout était interprété, analysé, amplifié. Son esprit fonctionnait en boucle, cherchant à relier les éléments de la journée, à construire une logique qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Mais cette logique lui échappait constamment. Il repensait aux traces de pas, au bruit dans la cuisine, à cette sensation persistante d'être observé. Aucun de ces éléments ne pouvait être confirmé, mais aucun ne pouvait être totalement rejeté non plus. Cette impossibilité de trancher entre réel et imaginaire le maintenait dans un état de tension permanente, épuisante. Gabriel, allongé à ses côtés, percevait cette agitation sans forcément en comprendre toute l'ampleur. Il observait Thomas dans la pénombre, tentant de mesurer la profondeur de son trouble. Il savait que quelque chose s'était déréglé, mais il ne savait pas encore s'il devait chercher la cause dans le corps, ou dans l'environnement. Dans cette incertitude, il choisit de rester présent, attentif, sans brusquer. Il savait que la rationalité seule ne suffirait pas à apaiser Thomas, que ce qu'il vivait dépassait une simple explication logique.
Il fallait du temps, de l'écoute, et peut-être une confrontation plus directe avec ce qui se jouait réellement. Au même moment, ailleurs dans la ville, Ulysse se retrouvait seul face aux conséquences de la révélation d'Ophélie. Le dîner était terminé, mais ses pensées continuaient de tourner, de s'entrechoquer. L'image du jardin, désormais associée à un corps enterré, revenait sans cesse, transformant un lieu familier en espace menaçant. Il comprenait que la situation ne pouvait plus être ignorée. Ce secret, enfoui depuis longtemps, venait de refaire surface avec une violence inattendue. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Ophélie, mais de mesurer sa propre implication, de comprendre jusqu'où il était prêt à aller pour préserver ce silence. Cette prise de conscience créait une tension intérieure difficile à contenir. Il oscillait entre la volonté de se distancer, de se protéger, et le poids de ce qu'il savait déjà. Il n'était pas coupable, mais il n'était pas innocent non plus. Cette zone grise, inconfortable, devenait désormais impossible à ignorer. Pendant ce temps, Ophélie, seule dans sa chambre, semblait étrangement apaisée. Avoir dit la vérité, même partiellement, avait allégé un poids qu'elle portait depuis longtemps. Mais cet apaisement n'était qu'une façade fragile. Elle savait que cette révélation allait déclencher une série de conséquences qu'elle ne pourrait pas contrôler. Elle repensait à Hugo, à ce qui s'était passé, aux décisions prises dans l'urgence. Rien n'était simple, rien n'était totalement explicable. Mais une chose restait certaine, ce secret faisait désormais partie d'elle, et elle était prête à le défendre, coûte que coûte. Quitte à entraîner les autres avec elle. Au Mistral, l'énergie autour du projet de Jennifer ne faiblissait pas, même à une heure tardive. Les idées continuaient de circuler, de se préciser, comme si ce projet répondait à un besoin plus large que prévu. Il ne s'agissait plus seulement d'un événement, mais d'un changement de regard, d'une évolution collective. Jennifer, consciente de cette dynamique, ressentait une forme de responsabilité nouvelle. Elle ne portait plus seulement son idée, mais aussi les attentes qu'elle suscitait. Cette pression, loin de la freiner, renforçait sa détermination. Elle savait que ce projet pouvait réellement faire la différence. Jawad, désormais plus impliqué, commençait à envisager concrètement la mise en place de cette transformation. Il réfléchissait aux modalités, aux contraintes, aux ajustements nécessaires. Ce passage de la réflexion à l'action marquait une étape importante, signe que l'idée avait dépassé le stade de l'intention. Aya, toujours enthousiaste, continuait de soutenir cette évolution avec une énergie communicative. Elle voyait dans ce projet une opportunité de créer du lien, de donner du sens, de transformer une simple animation en un moment collectif porteur de valeur. Son engagement contribuait à maintenir une dynamique positive. À la résidence, Laura et Arthur, après l'intensité de leurs échanges, trouvaient enfin un moment de calme. Assis côte à côte, ils ne parlaient plus autant, mais leur silence n'était pas lourd. Il était rempli d'une compréhension nouvelle, d'une acceptation mutuelle de leurs fragilités respectives. Arthur, en choisissant de rester, avait posé un acte fort. Mais il savait que ce choix impliquait aussi des responsabilités, des ajustements, des compromis. Il ne s'agissait pas seulement d'être présent, mais de construire quelque chose de durable, de solide, capable de résister aux doutes. Laura, de son côté, prenait conscience que la confiance ne se décrète pas, mais se construit. Elle ne pouvait pas effacer ses peurs du jour au lendemain, mais elle pouvait choisir de ne pas les laisser diriger ses réactions. Cette nuance, subtile mais essentielle, marquait une évolution importante. Dans cette convergence de trajectoires, une tension commune persistait, plus ou moins visible selon les situations. Thomas face à l'inexplicable, Ulysse face à un secret dangereux, Jennifer face à un projet ambitieux, Laura face à ses émotions. Chacun avançait sur un fil fragile, entre maîtrise et perte de contrôle. La nuit avançait, et avec elle, une certitude silencieuse s'imposait peu à peu. Rien de ce qui avait été déclenché ce jour-là ne pouvait être arrêté facilement. Les événements, les révélations, les décisions prises ou à venir allaient continuer de produire leurs effets, de manière imprévisible. Et dans l'obscurité de la villa, alors que Thomas fixait un point invisible dans le silence, une question persistait, lancinante, impossible à ignorer. Ce qu'il ressentait était-il le fruit de son esprit, ou le signe que quelque chose, quelque part, avait réellement commencé à bouger?